Il est 20h08, merci d'être avec nous, 4 heures de direct, on est ensemble jusqu'à minuit, c'est le live 365, samedi, dimanche sur Sport 365, on fait le tour de toute l'actu sport et on ne va pas commencer par présenter Maxime Gras ce soir, on va présenter notre invité. Bonjour Gauthier de Tessières. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, puisqu'il est 20h. En fait, comme on prépare assez tôt cette émission, aux alentours de 19h30, on se dit encore bonjour quand on arrive. Vous l'avez donc reconnu, Gauthier de Tessières, la médaille d'argent au championnat du monde de ski à Schladming en Autriche. C'était du Super G. Et puis notre médaille d'argent, même médaille d'or, pour les commentaires de foot notamment, tennis et ski également, bien sûr. Maxime Gras, vous êtes avec nous jusqu'à minuit ce soir. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Bonsoir. Et vous serez sur tous les terrains parce que je crois savoir que vous allez suivre tous les matchs de Ligue 1 ce soir avec notamment Bastia-Nice, le sulfureux derby, le sulfureux retour des Corses chez eux. Mais vous avez notamment commencé tout à l'heure la journée en commentant le match Marseille-Valenciennes avec une victoire à l'arrache. On peut presque dire un hold-up pour les Marseillais qui s'imposent chez eux. C'est presque labellisé maintenant, ces victoires marseillaises tirées par les cheveux. Ce fut encore laborieux, mais c'est passé cet après-midi. Un succès 1-0 après 3 matchs sans victoire pour les joueurs d'Elibop. Un but à la 94e, signé Rod Fanny, qui était le latéral droit, le meilleur joueur offensif des Marseillais. C'est vous dire un petit peu l'indigence de la production offensive des joueurs d'Elibop, mais qui avait besoin de ce succès avant un double classico, vous le savez, en championnat et en Coupe de France le week-end prochain. Toujours est-il qu'ils s'en sont sortis, ces Marseillais. Ils reviennent à 5 points du PSG qui jouera demain à Sochaux. Mais dans le jeu, c'est très très laborieux, très très ennuyeux, même face à une équipe valenciennoise qui était recroquevillée, qui voulait, elle, prendre ce point, on l'a senti tout de suite, mais les Marseillais qui ont été incapables de faire sauter le verrou dans le jeu, jusque dans les arrêts de jeu. C'était juste la prestation de l'Olympique de Marseille, mention passable. Gauthier, on parle un petit peu de foot, est-ce que ça vous intéresse, vous qui habitez à Annecy, est-ce que vous êtes déjà allé au Parc des Sports? On a pu en parler un petit peu juste avant en antenne, je crois que le Parc des Sports, ce n'est pas votre parc préféré. Non, je suis plus Parc des Princes. C'est vrai que j'ai grandi avec la grande équipe du PSG des années 90 et j'ai gardé ça. Et puis maintenant, l'équipe est juste extraordinaire. Donc, je vous avoue que dès que j'ai fini ma saison, je monte sur Paris pour voir un match. Bon, David Beckham ne jouera pas demain avec les Parisiens. Il n'est pas dans le groupe pour le déplacement à Sochaux. Vous étiez au courant ou... Ouais, après Beckham, pour l'instant, c'est une marionnette un petit peu dans tout ça. Donc, on va voir. J'ai hâte de voir sur le terrain ce qu'il va donner. On se demande s'il va jouer. En tout cas, a priori, donc ça c'est sûr, il n'est pas dans le groupe demain pour affronter Sochaux. Du coup, le PSG fait ça en grande pompe. Il devrait être présent pour le match entre Paris et Marseille. Ça tombe bien, comme par hasard. Bien sûr, c'est une vitrine autrement plus importante et autrement plus belle qu'un classique pour présenter et pour voir David Beckham une première fois. En plus, au Parc des Princes, cette double confrontation face à l'Olympique de Marseille. Des Marseillais qui seront décimés au passage puisque Edjo Barton et Morgan Amalfitano ont été avertis et étaient sous le coup d'une suspension automatique, vous le savez, et ne disputeront pas le match de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Voilà une autre info, mais qui est quand même importante dans cet effectif marseillais, un petit peu rikiki malgré un mercato hivernal fructueux. Merci Maxime. On continue de parler de l'Olympique de Marseille avec, vous allez le voir dans un instant, la fiche de l'OM qui est restée sur 3 matchs nuls, 4 matchs nuls même je crois en championnat. 3 matchs en championnat sans victoire pour les Marseillais qui étaient vraiment poussifs. On se souvient évidemment de leur dernière production au Vélodrome. C'était face à Nancy, on avait une défaite et là on sentait les mêmes ingrédients, la même difficulté à se créer des occasions. On s'est même dit à un moment donné que les Valenciennois allaient réussir la même chose, ce qui aurait pu être un hold-up parce que c'est vrai que dans le jeu quand même on avait la possession marseillaise cet après-midi qui était importante, même si on n'avait pas d'occasion pour les joueurs d'Elibop. Finalement, ils s'en sont sortis, ils reprennent leur marche en avant, ces Marseillais, grâce à ce succès face à des Valenciennois qui ont beaucoup de mal à l'extérieur. Pensez donc 31 déplacements, seulement 3 victoires pour ces nordistes depuis 2 saisons, c'est peu, c'est même famélique. Bon Gauthier, vous êtes supporter parisien mais pas anti-marseillais quand même? C'est obligatoire. Ah si, d'accord. Vous êtes fan du PSG du coup. Ouais, non, mais je suis vraiment fan du PSG. D'accord, c'est pas occasionnel de temps en temps au Parc des Princes quand le président de la Fédé les invite. Non, pour de vrai, ouais, j'adore ce club. Je trouve moi j'ai grandi avec les Ginola, avec les Rai, tous les Brésiliens de l'époque, c'était extraordinaire et maintenant l'équipe est juste magnifique, donc ça me fait encore plus rêver. Vous avez déjà fait un déplacement du PSG? Vous comptez en faire un pour la Ligue des Champions ou... Non, la Ligue des Champions c'est compliqué, c'est quand même pendant l'hiver et c'est plus difficile d'avoir des places. Donc quand même non, je pense que j'irai voir un bon match de championnat quand j'aurai fini au mois d'avril à peu près.
j'irai voir ça. Mais vraiment, c'est une équipe qui vend du rêve. Hein. Mais là, si on vous offre 2 places pour un PSG Marseille, vous êtes capable de quitter le stage d'entraînement de l'équipe de France ou quand même pas? Non, quand même. Mais bon, je vais tout faire pour voir le match, ça c'est clair. Le circuit Coupe du Monde est quand même assez ric-rac, il faut quand même en profiter, il faut être présent pendant les quelques mois de compète. Ouais, non, mais bien sûr, le ski passe avant tout, que ça soit une compétition ou l'entraînement, ça passe avant tout, tous les shows comme ça. Mais dès que la saison est finie, vous verrez, j'y serai. Bon, PSG Marseille, la semaine prochaine, vous avez un petit mot à rajouter? Oui, non, je vous permets de vous couper. Vous savez, il y a 5 matchs de Ligue 1 à 20h. Messieurs, le premier but dans ces 5 matchs est intervenu du côté de Brest avec un but de Raspentino, un joueur prêté par l'Olympique de Marseille. Brest qui affronte Ajaccio ce soir, duel important dans l'optique du maintien des matchs qui sont habituellement assez pauvres en but entre Brest et Ajaccio. Et bien voilà, Raspentino qui débloque la situation en faveur des Bretons. Voilà, parenthèse refermée. Et puis juste avant on va continuer sur Brest, juste avant le rappel des titres de 20h15, l'entraîneur qui se sent comme une marionnette pour le coup, comme David Beckham au PSG, d'après Gauthier de Tessières. Mais Landry Chauvin cette semaine qui se sentait victime de tensions internes et de luttes internes, de conflits pour la lutte pour le pouvoir. C'est-à-dire que le président Guyot a une attitude un petit peu présidentielle assez autoritaire. C'est sa manière de gouverner, c'était de gouverner son club. C'était déjà un petit peu le cas avant l'arrivée de Landry Chauvin. Et c'est vrai que Landry Chauvin, qui est un vrai technicien, même un formateur qui est loin d'avoir un ego surdimensionné en ce qui concerne son management et sa manière d'entraîner son équipe, a un petit peu de mal à se sentir au niveau de ses décisions prises. On sait qu'avec Corentin Martins, il y a des discussions aussi au niveau du directeur sportif qui doit s'occuper vraiment du sportif, qui doit faire l'équipe. Bon, il y a un petit peu de tension, mais bon, sur le terrain, ils en ont fait vraiment fi, puisqu'ils mènent un but à 0, il semblerait, face à Ajaccio. Merci beaucoup Maxime. Ça y est, dans 1 minute, on va commencer à parler ski avec Gauthier de Tessières. On a déjà parlé avec lui, mais on a parlé football. On a appris qu'il était fan du PSG. C'est déjà la première info de ce premier quart d'heure. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à minuit. 3 titres en 65 secondes. Ils seront développés en intégralité un petit peu plus tard dans la soirée. Si vous êtes sage, peut-être même à 20h30. Il est 20h16, merci d'être avec nous. Live 365, 4 heures de direct, toute l'actu sportive. Samedi, dimanche, c'est le même principe. Demain soir, on est sur notre canapé d'ailleurs avec Daouda Karaboué, le gardien de l'équipe de France de handball, et Moussier Tombola, l'homme qui nous a fait danser, peut-être pas chanter, mais en tout cas danser l'année dernière avec la chanson Corde à sauter. Et vous avez dansé. Oh non. Oui. Ah, je vais l'avoir en tête là. Demain soir, c'est terminé. Ah oui, il faut apprendre les paroles. Demain soir, de 21h à 23h, on regardera le match entre Sochaux et le Paris Saint-Germain. Pour l'heure, on est ensemble jusqu'à 21h avec Gauthier de Tessières. Gauthier, en tout cas une fois vos épreuves terminées du côté des mondiaux, est-ce que vous avez pu faire un retour chez vous à Annecy, chez vous du côté de l'Alpe d'Huez, un retour furtif, comment ça s'est passé? Vous avez eu le temps de faire la fête ou pas? Oui, j'ai eu le temps de faire un petit peu la fête. Bon, j'ai fait beaucoup la fête là-bas à Schladming. C'est vrai que c'était important de partager ça avec tout le monde, avec les coachs, avec les partenaires, l'équipe, c'était super sympa. Après, j'ai fait un petit retour à Annecy, bon, pour les amis, mais vraiment, voilà, petit comité. Et après, à l'Alpe, un petit peu avec tout le monde pour fêter ça et partager cette médaille avec ma station, avec les jeunes du club, tout ça, donner envie aussi à tous ces enfants de skier. L'Alpe, c'est pour l'Alpe d'Huez, mais comme vous n'êtes pas assez resté longtemps du côté du Palais des Sports, du côté du QG, là où est votre vitrine, le Palais des Sports de l'Alpe d'Huez, Barsnac, où il y a votre vitrine de trophées, où il y a votre fan club qui se réunit. On a une petite surprise pour vous. Vous allez les voir apparaître dans le mur d'image derrière. Et voilà, donc ils vous entendent. J'adore. Ils vous font coucou. Le fan club, du coup, alors ceux qu'on a pu réunir parce qu'on s'est organisé tout à l'heure aux alentours de 18-19h. Donc merci également à Françoise de l'Office du Tourisme qui a couru jusqu'au Palais des Sports pour réunir tout le monde. Vous le voyez derrière moi, donc les images en direct de l'Alpe d'Huez, là où il y a. Vous voulez juste nous faire un gros bisou de l'Alpe d'Huez. On pense bien à vous. Vous pouvez leur parler, Gauthier. Salut, ouais, ça me fait plaisir de vous voir là, super. Vous allez bien les casques, c'est bien. Faut le remettre. On va le remettre les casques. Voilà. Vous pouvez nous présenter les personnes que l'on voit à l'image. J'ai du mal à voir. Vous pouvez regarder sur l'écran de retour au-dessus de la caméra. Karine, donc c'est la responsable du QG, c'est elle qui. C'est mon ancien entraîneur en fait depuis, ça fait des années maintenant, donc elle suit et c'est elle m'a jamais lâché, donc c'est vraiment extraordinaire pour moi.
Même quand j'ai dit que j'arrêtais il y a 10 jours, elle m'a dit mais tu rigoles, c'est pas possible. Donc, petit message pour Karine, merci à toi. Mégane qui travaille aussi au QG. Guillaume d'Alpe d'Huez Télé, donc qui nous suit, qui suit un peu les courses, c'est sympa. Et Françoise qui est, pas sous-directrice de l'Office du tourisme. Vous remarquerez que Gauthier a un staff en majorité féminin. Vous savez bien vous entourer. Hein. Mais oui, je suis bien entouré. Ouais. Voilà, merci à vous toutes pour vous être rassemblés du côté de l'Alpe d'Huez au Palais des Sports au QG. Merci. C'est chouette, Gauthier. Et en plus, il est séduisant. En plus d'être un champion, voilà, l'Alpe d'Huez, île au soleil, comme on dit chez nous. Il y a beaucoup de neige en ce moment. Il y en a un peu partout dans les Alpes. Mais bien chanceux ceux qui sont partis aujourd'hui. Au ski, vous avez fait juste la fête à l'Alpe d'Huez ou vous avez pu skier aussi un petit peu? Parce que je crois qu'avant les mondiaux, vous aviez skié avec votre nièce. Ouais, voilà. Alors elle a 6 ans, donc c'était pas forcément l'entraînement idéal. Ouais, c'était l'unique entraînement. Ouais, c'est vrai que c'était très rigolo d'amener ma nièce Sixtine qui a 6 ans, qui rêve de ski, qui adore ça. Et ça m'a fait du bien en fait, parce que j'étais vraiment un peu au fond du trou quand même. Hein, donc j'ai pu skier avec elle, c'était fun. Et puis quelque part, ça a bien marché. Bon, justement, on va revenir sur le tout début parce que en fait, vous avez été appelé, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez remplacé au pied levé Johan Claret. Vous étiez remplaçant. Alors déjà, j'ai envie de vous demander comment on vit l'annonce. Alors, il y a la sélection qui est tombée. Vous avez été annoncé comme remplaçant. C'est là ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous avez eu envie d'arrêter à un moment. J'avais pu le lire d'ailleurs dans une interview. Vous vous êtes dit, ça y est, c'est le moment d'arrêter. Ouais, parce que comment on prend ça? Si on a 20 ans, il n'y a pas de problème. On a encore toute une carrière devant nous et il y en aura d'autres, des championnats du monde, des Jeux Olympiques. Mais à 31 ans, moi, c'est mes objectifs. Ça fait partie des choses que j'ai envie de réaliser, qui valorisent vraiment un athlète. Donc, être championnat du monde, au moins y être pour défendre une médaille, c'était le minimum. Donc, de ne pas être qualifié, de ne pas être sélectionné, être simplement remplaçant. Je trouvais en plus ce terme vraiment difficile pour moi. C'était pas normal. Je trouvais que ma non-sélection n'était pas équitable, donc j'étais pas bien. Je remets tout en question et puis je me disais je commence à penser à l'après-ski quoi. Parce que comment ça se passe, Maxime, peut-être que vous le savez. C'est l'entraîneur qui appelle, on reçoit un coup de fil pour dire attention, ça va tomber, on te prévient, t'es remplaçant. Je savais quand ça allait tomber. Maintenant, moi, mes coachs qui donnent pas vraiment la décision finale, mais ils étaient dans la sélection, ils me disaient ça devrait être bon pour le Super G, c'est ta discipline forte, il ne devrait pas y avoir de problème. Et puis après, il y a le chef d'équipe ou le sélectionneur qui t'appelle et voilà, tu es tout seul chez toi, il te dit non, ça ne va pas le faire, écoute, tu n'es pas du voyage. Quoi. Donc là, c'est le gros coup de massue et puis voilà, trop dur. Parce que quand on apprend ça, on est chez soi, on est chez soi, avec l'équipe de France, on est chez soi. Non, là j'étais chez moi et j'attendais de repartir justement. J'étais là, j'avais pas fait mon sac, mais presque. Et j'étais dans le portillon, je me revoyais déjà, allez, c'est parti, je vais aller là-bas, défendre mes chances, aller chercher cette médaille. Et non. Pas du tout. Donc c'est trop dur. Vraiment, c'est trop dur. On comprend l'objectif de la saison se retrouve partir en fumée quelque part. Donc il y a cette décision qui vous est entre guillemets fatale. Et puis après, il y a cette lombo sciatique de Johan qui vous change en fait d'état d'esprit. Est-ce que c'est justement cette fraîcheur que vous aviez, cette décision qui arrive finalement tardivement, qui vous a un petit peu changé votre manière d'appréhender la course? Le mot fraîcheur, c'est pas du tout ça. Au contraire, physiquement, j'étais vraiment pas bien. Hein. J'avais lâché, j'avais totalement lâché. On me dit t'es pas sélectionné. Moi, je me dis je vais presque arrêter ma carrière. Du coup, physiquement, je suis nul. Je suis relâché complètement. Et au contraire, je me voyais plutôt arrêter le sport. Donc physiquement, je suis pas prêt. Mentalement, il fallait que je me mette dedans. J'attendais la décision de Johan, qui d'ailleurs est vraiment un copain. Et c'était délicat d'attendre que Johan soit indisponible. Donc moi, j'étais là un peu à attendre la décision de Johan. Et puis après, c'est tombé. Et là, je me suis mis dedans. J'ai eu 3 jours et je me suis mis dans une espèce de bulle. Je me suis dit, il faut que je sois vraiment focus sur j'ai 3 jours pour me remettre dedans. Donc, je fais tout ce que je peux pour être prêt le plus vite possible. Et là, il faut vraiment enclencher la machine parce que 3 jours pour se préparer pour un championnat du monde, c'est fou, quoi. Puis je me disais, attends, le seul entraînement que j'ai eu, c'est avec ma nièce. Je ne suis pas prêt. Donc, je me suis mis je me suis mis à aller dans. J'y ai cru. Mon coach m'a aussi répété plein de fois que c'était le destin. Si j'avais tout ce scénario se dérouler comme ça,
que j'allais chercher une médaille. Et il me dit jamais ça, mais c'était les seuls mots qu'il me disait pendant les 3 jours. C'était juste incroyable. J'ai commencé à y croire du coup. Ça résonnait dans ma tête, j'étais au départ et ça résonnait, je me disais tu vas pour la médaille, tu vas pour la médaille. Et c'était fou. Je me souviens, j'étais avec mon technicien, là, celui qui s'occupe de mon matériel, qui transporte mon matériel, qui me le prépare. Et on est toujours tous les deux au départ et d'habitude, bon, on se tape tranquille dans les mains. Et là, je l'ai regardé et je lui ai crié dessus. Vous saviez que vous alliez gagner. Vous étiez, on va dire que ces 3 jours, je savais qu'en tout cas, j'allais produire quelque chose d'exceptionnel. Je l'ai senti. Ouais, j'étais prêt. J'étais prêt et puis tout le monde m'a stimulé dans le bon sens. Et comment ça se passe avec les entraîneurs de l'équipe de France? Parce que ce sont ceux qui ne vous ont pas choisi en tant que titulaire, entre guillemets. Et là, vous revenez. La médaille, on pense que c'est un beau pied de nez. Comment on fait ça? Comment on arrive? C'est délicat quand même comme situation. Ouais, c'est délicat, mais comme je dis, la colère est quand même partie aussi parce que la meilleure des réponses, je pense que je l'ai eue. Et cette médaille, eh ben, oui, ça leur montre que j'étais là et qu'ils se sont trompés. Mais maintenant, il n'y a pas à remettre tout en question et je pense qu'à l'avenir, ils me feront confiance et ils connaissent mon potentiel. Pour Sochi, l'avenir avec ouais, cette pour médaille. Sochi, ouais, bien ça sûr. peut vous donner un bon. Mais bien sûr que ça me donne un petit bond, on va dire que j'ai une partie du bon de sortie ou d'entrée en tout cas pour les Jeux. Mais voilà, il faudra que je refasse quand même mes preuves et puis moi j'ai envie de reproduire ces courses-là. J'ai goûté un truc qui est exceptionnel. Je l'avais goûté déjà en géant, qui était ma discipline à la base de prédilection. Maintenant, c'est le Super G. J'adore ça. J'ai vraiment pris trop de plaisir. Vous avez terminé entre Ted Ligeti, qui est terminé premier du Super G, et Alex Lundvinsdal. Vous avez appelé Johan Claret juste après j'ai essayé. Vous avez appelé en premier? Bien sûr. Et d'ailleurs, je sais qu'il ne répond pas au téléphone, surtout dans cet état-là, parce qu'on est à l'hôpital, on a un peu envie de s'isoler, un peu. Je connais ça, moi. On a vu beaucoup de skieurs français qui à chaque fois après les descentes ont eu des déclarations d'attention, ont eu des petits mots. C'est normal parce que c'est un super athlète, tout le monde l'apprécie et il donne beaucoup. On a un groupe où c'est un des leaders, on va dire, en tout cas c'est un des plus âgés avec moi et il fait partie c'est un des vecteurs du groupe. Il donne la bonne énergie, il donne des conseils. C'est un mec assez génial et il aurait mérité aussi cette médaille. Donc c'est normal qu'on parle directement de lui. On a un groupe soudé aussi. Donc voilà, on a parlé de Johan. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu beaucoup de sollicitations. Ça a duré des heures et des heures. Mais à 22 heures, j'ai eu mon téléphone dans la main et j'ai écrit un texto, le premier texto, et j'ai dit le premier texto est pour toi parce que c'est normal. Je l'ai remplacé et j'ai une pensée pour toi. Voilà. Donc c'était le minimum que je pouvais faire. Et vous pensez que cette approche mentale différente, forcément, que vous avez eue et que vous nous avez raconté, je trouve, avec beaucoup d'émotion encore, on a l'impression que c'était hier, est-ce que vous pensez que c'est reproduisible dans un contexte forcément qui vous sera un petit peu moins inédit, qui sera forcément plus formaté? Je veux dire, quand on sait que normalement, qu'on est sélectionné, on est là, est-ce que vous pensez que vous pouvez reproduire ce petit pulsation là qui vous a mis un peu dans un état second? Je pense que je pourrais le reproduire sur des grands événements. C'est certain qu'il faut qu'il y ait ce genre d'émotions-là. Ça se produit que sur ces grands événements, des championnats du monde, des Jeux olympiques. Après, je vais essayer d'avoir cet état d'esprit sur toutes les compétitions et j'aimerais bien encore aller chercher des podiums sur les Coupes du Monde. Il n'y aura pas le même impact, mais c'est toujours sympa d'aller chercher un podium. On avait le boss Jean-Philippe Vuillet au téléphone la semaine dernière, après justement le très bon week-end. Il y a eu David, il y a vous-même. Alors, c'était pas péjoratif, mais je lui demandais si la France avait pas des hommes et des femmes d'un jour qui réussissaient à monter sur la boîte, justement lors des grandes compétitions. Vous en faites partie. Vous aviez un podium en Coupe du Monde, c'est ça, avant cette médaille. Ouais. Qu'est-ce qui fait cette différence? Alors vous, c'est cette approche mentale. Ouais. Pourquoi on est si fort sur ces grandes compétitions? C'est dur à expliquer. Après, c'est le caractère du sport français aussi. C'est la culture française. On n'est peut-être pas très régulier sur toutes les compétitions. Par contre, on sait se préparer sur ces grands événements. On a eu beaucoup de champions olympiques, on a eu beaucoup de champions du monde. C'est notre qualité et c'est bien. On fait peur aux autres nations sur ces événements-là. Et encore plus à Schladming, on avait un terrain qui nous plaisait beaucoup. Il y avait de la pente, il y avait de la neige difficile, c'était un combat.
Et on est très bon sur ces profils-là. D'ailleurs, les Autrichiens qui, chez eux, n'ont pas fait des super performances. Ils ont plutôt déçu leur public qui les attendait au tournant. Qu'est-ce que vous pensez quand on entend dire que Marion Roland, que David Poisson, il y a des similitudes avec Antoine Denaria, des skieurs qui font plutôt les courses, comme ça, une course le jour J, la course d'une vie, plutôt des podiums réguliers. Est-ce qu'on peut vraiment comparer ça ? Je sais pas vraiment comment répondre à cette question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui ont été bons sur ces grands rendez-vous. On sait peut-être mieux les préparer. En tout cas, il y a aussi quelque chose en France, c'est que le ski n'est pas très médiatisé. Sur les Coupes du Monde ne sont pas trop médiatisées. Par contre, les championnats du monde et les Jeux Olympiques, là, on est beaucoup plus visible et c'est là qu'il faut qu'on soit bon. Si on veut être vraiment valorisé devant un public français, c'est dans ces moments-là qu'il faut qu'on soit bon. C'est peut-être ça aussi qui nous donne la petite… Porté un petit peu par l'ampleur médiatique de… Oui, parce que c'est quand même dur de s'engager autant dans un sport qui est en plus dangereux, parce qu'on se fait tous mal. Et on n'est pas, je pense, reconnu vraiment assez dans notre pays. Par contre, quand on débarque en Autriche ou en Suisse, c'est extraordinaire. Oui, il paraît que l'ambiance est incroyable. L'ambiance est extra. Franchement, c'est magnifique. Et quand on arrive en Autriche, les gens nous reconnaissent, les gens savent le parcours qu'on a. Voilà, alors qu'on est français, quoi. Oui, hormis à l'Alpe d'Huez ou hormis chez vous à Annecy, c'est vrai que pour les skieurs en France, hormis dans la station, ou en tout cas qui nous sponsorise ou où on s'est entraîné, c'est vrai qu'on ne le reconnaît pas souvent. Très peu, très peu. On va dire que le ski vit autour un peu des Alpes, voilà, du Rhône-Alpes. C'est là vraiment que ça se passe, parce qu'on est proche des montagnes. Mais sinon, oui, en France, c'est dur. Pour parler de ça, je pense qu'on manque de visibilité sur des chaînes hertziennes ou en tout cas des chaînes accessibles qui ne sont pas payantes, tout simplement. Merci beaucoup Gauthier. On continue ensemble jusqu'à 21h pour l'heure. C'est le Flash Info de la rédaction en 3, 6, 5 secondes. Et puis juste après, vous aurez le droit de voir la médaille d'argent de Gauthier de TCR. Il l'a amenée avec lui, si vous êtes sage. Et puis on a une autre surprise, vous verrez. Il est 20h38, merci d'être avec nous, live 365, samedi, dimanche, 20h, minuit, 4 heures de direct non-stop, 4 heures à bloc pour faire le tour de toute la planète sportive. Ce soir, Gauthier de TCR est avec nous ce soir, enfin de 20h à 21h, vous terminez votre marathon médiatique avec nous, tel un vainqueur du Vendée Globe, quasiment comme François Gabard, vous avez fait le tour de tout le monde. On est ensemble jusqu'à 20h45, jusqu'au rappel des titres de la rédaction. On a une petite surprise pour vous en tant que champion de ski. On va parler du film Les Bronzés font du ski. On a préparé un petit quiz et puis j'ai sorti ma tenue. Hop là. Alors voilà, écoutez, parce qu'on va se mettre dans l'ambiance. Donc j'ai les bâtons Jean-Claude Killy 1968. Magnifique. J'ai pris les chaussettes ESF de mon père. Donc voilà, l'ESF c'est l'école du ski français. Voilà. Hop là, des chaussettes je pense de 78. Ouais. Donc on va s'appuyer, donc voilà, il faut bien voir le logo ESF. C'est toujours ESF le sponsor de l'équipe de France. Bien voilà. sûr. C'est les vestes rouges. Donc on va mettre les chaussettes, on va mettre le masque et puis après on va bien sûr partir sur les bronzés fonds du ski. Donc j'espère que vous êtes aussi calés que nous parce que je peux vous dire que même les Parisiens qui sont en régie avaient déjà la réponse à toutes les questions. Non mais véritable édition limitée. Je ne sais pas si vous connaissez les bâtons Killy. Je crois que ça se fait plus. Ils sont magnifiques. C'est vintage. Ouais, ils sont beaux. C'est vintage, je pense que maintenant c'est Killy, ultra à la mode. Ouais. Parce que ce qui est vintage est à la mode aujourd'hui. Donc hop là, je vais mettre les chaussettes. J'espère que je ne vais pas avoir trop chaud. Peut-être un peu. Hein. Hop là, pour avoir la bonne touche. Non, vous voulez pas. Je me dépêche un petit peu. Alors, je sais que pour les téléspectateurs, c'est un peu long, mais bon. Voilà, c'est un petit peu long. Mais les pures chaussettes de moniteur de ski, je les ai pris ce matin dans le garage. Hop là. Des vrais de vrais. Donc, je sais pas si on va les voir. Comme ça, avec le bâton. Donc voilà, donc c'est parti pour le toutou youtou. Alors c'est parti pour le petit quiz avec vous, Gauthier. Alors on a préparé 5 questions pour les bronzés fonds du ski. Allez, je suis prêt. Je la mets pour que le réalisateur puisse voir cette belle chaussette. Première question, qui a réalisé la bande originale du film. Alors j'ai 4 propositions. Proposition A, Jean-Michel Jarre. Non. Donc lui qui adore les synthés et les verts. Deuxième proposition, Johnny Hallyday. Non, je pense pas non plus. Et puis après, je vais vous demander de choisir entre Pierre Bachelet et Christophe Ondelat. Proposition C et D. Proposition D, c'est mon dernier mot.
Christophe Ondelat Ouais. pour la bande originale. Parce que Pierre Bachelet, je sais pas, non, je vois pas faire ça, mais. Mais c'est Pierre Bachelet, Christophe Aïe, aïe, Ondelat, aïe, c'est aïe, l'ancien aïe. présentateur du 20h France 2, Christophe Ondelat, non? Aïe, 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 aïe. Ouais, je suis désolé. Alors là, pour la Vraiment. punition, il va Mais je falloir voyais pas nous- Pierre Bachelet chanter. Mais si, Pierre Bachelet, ouais. Ah ouais. Il va falloir nous fredonner la chanson du coup là. Tout, 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 tout. Et Et je vois pas Pierre Bachelet chanter ça, vraiment. Eh ben si, c'est Pierre Bachelet. Bah, il s'est lâché, vraiment. Ouais, mais je crois qu'il a fait pas mal de BO. Ah non, oui, c'était en ces temps-là, j'avais 20 ans aussi, Pierre Bachelet. Bah ouais. Bon, c'est vrai. pas le c'est même vrai. style. Pas le même style. En tout cas, c'est une chanson qui Je a, suis qui a mauvais. cartonné. Vous l'aviez pas dans les écouteurs quand vous faisiez comme ça pour préparer le super gênant. Non. Popeye. Alors selon Popeye, quel est le type qui bosse avec sa femme et puis qui va plus ou moins sortir avec elle C'est son. Ah bah ouais, bon, j'ai les propositions, Allez-y. mais c'était son cousin. Ah ben vous le saviez. Bien Vous le saviez sûr. avant de voir les 4 propositions. Donc on C'est voit. là où il dit je t'expliquerai. Voilà, je t'expliquerai. Donc Te casse pas, Popeye, on a compris. exactement. Mais je crois que vous êtes bien parce que question 5, vous devez nous faire une scène. Donc je crois que vous êtes pas mal, vous connaissez bien. Alors là, j'en ai une un peu plus difficile. Quel est le chrono de Jérôme lors du Facile. critérium des 45-8. médecins? C'est 45-8. 45-8. Alors Ah ouais. moi j'avais noté 67-22. Mais lors du critérium, vraiment. 45-8, c'est la veille, à l'entraînement. Là c'est sur la deuxième. Ouah, c'est dur. 65-19, 65-80, 66-03 ou 67-22. Oh là 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 là. Ah, il prend bien 20, 45-8, il prend J'ai pas 20 touché, secondes. j'ai ripé. Ouais, je dirais un 65, 65-81. Bon, écoutez, on va découvrir Proposition B. la réponse en images pour la perte de Jérôme lors du critérium des médecins. Alors, les mauvaises langues diront que c'était vous à l'entraînement. On a retrouvé quelques images. Docteur Jérôme Sarrer, 67, 22. 60, Quoi 67, C'est 22. vachement bien, Jérôme, ça te fait dans les 40e. Combien il a dit là 67-22, il a dit. Oh, c'est pas possible, il y a une erreur. Ouais. Bah, c'est 20 secondes de plus qu'il y a sur le même parcours, c'est bien le même parcours là. T'énerve pas, Jérôme. Je crois que t'as accroché une porte. J'ai pas accroché, j'ai ripé. Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle icône celle-là. Magique. Magique. J'ai une pêche. En tout cas, vous vous souvenez bien du premier chrono. C'est Ouais. la veille parce qu'il a dit 20 secondes de plus qu'hier. Vous nous avez dit 45-47. Donc 45-8. c'est exactement ça. Ouais. Bon. Bon, la dernière colle avant de nous rejouer votre scène préférée du film. Qui a mis le fil dentaire dans la fondue? Alors, est-ce que je vous donne les réponses possibles? C'est Marius. Oh là, mais il est Ah non, incollable. mais c'est obligé. Il est c'est incollable. sûr, Médaille d'argent et grand fanat donc des bronzés fondus. Qui effectivement, c'était Marius. On vous avait mis Christiane, on vous avait mis Jérôme, on vous avait mis Bernard. C'est bien Marius qui a mis du fil dentaire dans la fondue. La question 5, alors c'est pas une question, c'est même une obligation. Il faut nous rejouer votre scène préférée. Alors, on avait mis, j'ai ripé, je vais l'épiler. Ouais, bon là, c'était les meilleurs. Non, je peux faire celle à la crêperie, elle est pas mal aussi. Ou, Allez-y, je fais Gigi ou... Oui, vous faites Gigi et moi je fais le gars, là, le présentateur. de la Bon, météo, Gigi, là. elle se contente de dire pardon, c'est ça? Je connais, c'est Ouais, ça. ouais, et lui il demande une crêpe. Alors, oui, Allez, j'arrive. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans la crêpe chichi, s'il vous plaît? Ah, il y a quoi dans la crêpe Gigi? Moi, c'est une crêpe... Bah, c'est une crêpe recouverte dessus de crème chichi. D'accord. Bon, on la refait, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans la crème chichi alors? Bien, c'est une crêpe avec une délicieuse pâte recouverte de crème chichi. D'accord. Et ben alors je vais prendre une crêpe au sucre alors. Ah non, on ne fait pas ça dans la maison. Bah, vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Bon bah avec la pâte vous faites une crêpe et puis vous mettez du sucre. Non, mais on n'a pas de pâte, on n'a pas de sucre, on n'a pas de. Et là, là normalement tu me jettes dehors et puis voilà. Bon, eh bien écoutez, on va vous mettre. C'est pas en la dehors. meilleure, Non, mais je t'avais vous pris jette, la je vous meilleure jette en en même dehors temps. du plateau. Je pète un câble. Je m'appelle te Gigi. Écoutez, vous allez sortir du plateau, je vais lancer le rappel des titres en même temps. Ça marche. Je vais garder la médaille. Ouais, sûr. Voilà, la crêpe au sup. 3 titres en 65 secondes et on se retrouve juste après. Non, mais il n'y a pas de crêpe au sup chez nous, monsieur. Hein. Il est 20h46, on est toujours ensemble, live 365, 20h, 21h, enfin c'est 20h minuit le live 365, mais 20h, 21h, vous l'avez compris, hein, c'est ski, on a les bâtons, on a la totale, on a surtout Gauthier de Tessia. Vous pouvez montrer la médaille d'ailleurs? Ouais. La médaille Elle est là. d'argent.
Elle est belle. Hein. Celle-ci, vous allez la laisser au QG au Palais des Sports de l'Alpe d'Huez ou plutôt chez vous? Je l'amènerai souvent au QG, mais non, je vais la garder. J'ai besoin de l'avoir avec moi. En tout cas, en ce moment, elle est à côté de moi, elle dort à côté de moi. Ça se met où, une médaille, quand on arrive chez soi à Annecy? On la met sur le lit, dans le salon? Pour l'instant, elle est souvent avec moi. Hein. Je la mets sur l'oreiller, comme ça, je me réveille le matin, bam, ou même en pleine nuit, tu vois, je peux la regarder. Elle est sur la table de nuit, vous dormez à côté? Ouais. Ah ouais, non, mais c'est bon, c'est comme ça. Ça fait 10 ans que je cours après. Donc là, j'en profite un petit peu. Et puis après, ça sera dans le salon avec les autres médailles. C'est vrai que j'en ai une, je suis champion du monde par équipe, donc j'en ai une comme ça en or. Et une petite en bronze, championnat du monde junior. Donc je vais les mettre les 3 à côté. Et puis à côté des autres trophées, les quelques beaux trophées que je peux avoir. C'est quelque chose qui arrive... On l'aime autant parce que ça arrive qu'une fois dans une vie, enfin, sauf pour les superstars, sauf pour les légendes, hein, les Herman Meyer, etc. Mais c'est pour ça qu'on l'aime autant ou c'est aussi parce que vous avez une histoire sur cette médaille parce que ouais, bah bien sûr. Moi, j'ai mon parcours qui fait que c'est spécial. Bah, c'est vraiment valorisant aussi. C'est une vraie médaille, championnat du monde. Le public français, les gens en tout cas, réagissent mieux à ces genres de médailles plus qu'une victoire en Coupe du Monde. Là, je suis vice-champion du monde, donc c'est un titre. Et voilà, puis non, mais c'est le travail de toute une vie et c'est une vraie récompense. On rentre aussi dans un club un peu restreint, enfin, de quelques athlètes. Je crois qu'il y a 18 ou 19 médaillés français, donc c'est génial. Je rentre dans ce club fermé qui est extraordinaire. J'ai pu avoir des messages, par exemple, de Franck Picard, Luc Affan, Jean-Luc Crétier. Voilà, c'est un peu bienvenue au club et c'est extra. Ça aussi, celle-ci aussi, en plus, on vous en parlera, on risque de vous en parler pendant encore longtemps. Vous en parliez, le club fermé des autres skieurs titrés. On va en parler des autres, justement, de ces mondiaux de Schladming, avec notamment Tessa Worley, Marion Roland et puis David Poisson, bien sûr, pour ces 4 médailles françaises. Juste avant, on va faire un live score. Ce sera le premier live score qu'on fait habiller en skieur cette année pour vous donner les scores à quelques secondes de la mi-temps en Ligue 1. C'est d'ailleurs la mi-temps maintenant sur la plupart des pelouses. Je vous rappelle que tout à l'heure, Marseille s'est imposé face à Valenciennes à l'arraché 1-0, un but de Rod Fanny à la 94e minute. C'est désormais la mi-temps, ça y est, c'est officiel. On a passé les arrêts de jeu sur toutes les pelouses des matchs qui ont commencé à 20h. Montpellier mène 1-0. Montpellier face à Nancy, un but d'Herrera. Brest, tout à l'heure, grâce à Raspantino, avait ouvert la marque face à Ajaccio. Le score est toujours le même, 1-0 à la mi-temps. Et puis Lorient mène également 1-0. Lorient qui mène face à Evian. Forcément, celui qui cartonne en ce moment du côté du FC Lorient, c'est Jérémy Aliadière. Voici pour les scores à la mi-temps. Il est 20h49. Ce que je vous propose, c'est de poser les bâtons. Et on va regarder quelques images d'entraînement de Gauthier de Tessière. Vous les avez découverts tout à l'heure, pendant qu'on était en pleine interview avec Maxime Gras. Maxime qui va revenir dans quelques instants. On va regarder des images en caméra embarquée. Ça se passe comment? Vous avez une GoPro? Ouais, j'ai la GoPro et voilà. Ça, c'est des images qui sont tournées en Argentine, donc au sud de l'Argentine, à Ushuaia, près du Cap Horn. C'est un endroit sympa et ouais, on fait des images comme ça. C'est sympa. On peut partager ça avec les passionnés de ski. Vous avez une seule GoPro ou vous avez plusieurs endroits? Vous avez un endroit fétiche où ça vous gêne pas? Est-ce que ça gêne non, en fait, moi je le mets sur le casque parce qu'il faut qu'on reste aérodynamique, il ne faut pas que ça nous gêne non plus. Donc je la mets sur le casque, on peut le voir sur l'ombre, là on la voit qui dépasse. Vous êtes à quelle vitesse là? Parce qu'on a l'impression que ça va super vite. Là, où est-ce que je suis là? En général, on va entre 100 et 140 km/h. Donc, ça varie. Il y a des prises de vitesse. Sur les grosses vitesses, on arrive à 140. Johan Claret a fait un 162 km/h cette année en course. Donc, c'est balèze. C'est l'homme le plus rapide du monde. Quand vous nous disiez que vous n'étiez pas assez reconnu, assez suivi par les médias, 162 km/h, c'est vrai qu'on risque sa vie on risque sa vie sur toutes les manches de ski. En tout cas, ça peut aller très vite. Moi, j'ai eu des chutes où c'est passé très près de la grosse correctionnelle. Donc, j'ai quand même eu 3 opérations des genoux, une de la cheville et j'ai une épaule cassée. Donc, c'est un peu ça aussi le ski. Et plus la rééducation. Là, on vous parlait juste de ce qui s'est passé, mais après, il faut voir que derrière... 6 mois à chaque fois.
Vous allez à Cap-Breton, ça se passe comment? Parce que les footballeurs vont souvent à Cap-Breton. Ouais, on peut aller à Cap-Breton, on peut aller à Bouloris, on va aussi dans l'Ain à Hauteville. Ouais, on est sur 3 centres où on rejoint d'autres sportifs. Surtout, on a des kinés qui sont vraiment spécialistes et qui sont très bons d'ailleurs dans tout ça. Bon, Gauthier, on va parler des autres maintenant, parce qu'on le rappelle, meilleure moisson pour les équipes de France de ski dans un championnat du monde. L'or, donc, pour Marion Rolland et pour Tessa Worley, et puis le bronze également pour David Poisson. C'était en descente, Marion Rolland à la descente, et puis Tessa Worley, le géant. Justement, Tessa Worley, on va y venir parce qu'elle a gagné, mais surtout elle a gagné brillamment. Alors elle, c'est pas une surprise, c'est plutôt une confirmation. En tout cas, on attendait qu'elle fasse une bonne performance. Elle a gagné, elle a survolé les deux manches. Vous avez vu son ski? Ouais, j'étais en direct au Grand Bornand parce que c'est vrai que j'étais à l'entraînement là-bas et quand j'ai fini mon entraînement, on allait voir la deuxième manche. Mais j'étais très serein parce que j'étais sûr qu'elle allait gagner. Franchement, elle avait ça en elle et bon, c'était quasiment sûr. Elle était très attendue et vraiment, elle a réussi son coup. C'est magnifique, chapeau, un gros respect en tout cas pour cette athlète qui avait quand même un gros poids sur les épaules. Même si on avait quand même débloqué le compteur, elle voulait cette victoire. On rappelle que Tessa Worley n'avait rien gagné de l'hiver jusqu'aux mondiaux de Schladming. C'est difficile pour un skieur qui a attendu, qui n'a rien gagné depuis le début de la saison, d'arriver sur un championnat du monde où on sait qu'on est attendu. C'est pas finalement un désavantage de commencer dans ces conditions comme celle-ci. Certains le voient peut-être comme une revanche ou comme l'occasion de briller. C'est pas facile quand même. C'est là où il faut être fort mentalement. Bien sûr, et c'est ce qui fait la beauté de cette victoire-là, c'est que quand même, bon, elle était attendue, mais elle avait fait que des 3e places. Elle était pas mal, mais pas encore à ce niveau-là. Et là, elle a vraiment élevé son niveau. Elle s'est surpassée. Et puis il y avait un profil de piste qui lui convenait bien. On avait débloqué quand même le compteur avant, donc. C'est une magnifique victoire, vraiment. C'est celle qu'on attendait. Après, les autres sont plus symboliques et il y a une vraie histoire, il y a quelque chose de sympa. Pour Tessa Worley, il me semble qu'elle est partie avec le dossard numéro 1. Vous êtes parti, vous, avec le dossard numéro 4. Pour ceux qui n'y connaissent rien en ski, est-ce que vous pouvez expliquer la différence? Pourquoi c'est mieux de partir en premier? Alors, c'est pas toujours mieux, ça dépend des conditions. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs? Je rappelle que sur votre manche, visibilité réduite, Ted Ligeti essayait de ne pas trop sortir des virages. Vous pouvez expliquer un petit peu aux téléspectateurs quels sont les avantages à démarrer? Simplement, la piste se dégrade. En fait, au fur et à mesure des passages, la piste se dégrade et ça forme des rails, des trous qui font que le terrain est moins stable et du coup, on fait plus de chemin ou en tout cas, on y laisse plus d'énergie. Voilà, donc en général, c'est mieux de partir devant. En général. Pour Tessa, c'est vrai que le 1, c'était bien, c'était un très bon tirage. Moi, le 4 aussi, c'était tiré au sort parmi en fait, les 15-20 meilleurs mondiaux. Donc, c'était un petit avantage. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est au départ et qu'on a vraiment envie d'aller encore chercher plus parce qu'on sait qu'elle n'est pas loin cette médaille. Ça galvanise un tirage au sort pour l'heure de départ. On se dit, je pars avec le 1, là je ne peux pas me louper. Alors, pour mon cas, quand même, en Super G, il y a toujours des pièges, des difficultés. Donc, c'est pas toujours très bien de partir devant. Moi, ça s'est très bien passé. J'ai eu la chance de voir Alexis Pinturo qui partait 1. On avait des écrans partout. J'ai pu voir son passage, analyser très rapidement ses lignes et j'avais les bonnes infos. Et j'étais parti pour vraiment prendre les mêmes lignes mais avec plus d'attaque, avec plus de vitesse. Donc, c'était un avantage. Par contre, des fois, ça peut être très piège. Des fois, on met 10 dossards avant vraiment de trouver les bonnes lignes, celle qui va vite. Et il y a 10 coureurs qui ratent leur course en quelque sorte et à partir du 11-12, ils commencent à avoir les bonnes infos et c'est là que ça marche. Oui, parce que celui qui ouvre à la piste sans trace, en même temps il n'y a pas de boss ou en tout cas il n'y a pas de... C'est pas facile de ne pas avoir de traces. Quand il n'y a pas de lumière, on ne sait pas trop où on met les pieds et il faut vraiment prendre sur soi et y aller. Donc c'est jamais simple et c'est pour ça qu'en général, aller sur les disciplines de vitesse, le dossard 10 c'est le meilleur. Et en géant, il faut prendre le 1 et ça, c'est vrai que c'était un super avantage. Un petit mot sur l'ambiance, on en a parlé tout à l'heure, je crois qu'il y avait 40 000 personnes, on annonçait des chiffres assez conséquents. Je pense même 50, il y avait bien 50 000. Au-delà des cloches qu'on entend souvent, mais vous pouvez nous raconter un petit peu. Quand on est en haut, on n'entend pas quand même. Quand on est non, on n'entend pas en haut, en tout cas pas sur cette compétition-là. Mais c'est vrai que ça fait comme un chaudron. Vraiment, on arrive dans cette arène très fermée où il y a 50 000 personnes qui ont payé d'ailleurs très cher pour venir voir du ski.
eh ben, ça fait vraiment chaud au cœur. Moi, pour mon cas, quand je passe la ligne avec 83 centièmes d'avance, bon, bah, ils ont tous crié et c'était fort. Déjà, j'avais des frissons. J'avais pas vu mon temps, mais je me disais, il s'est passé un truc, c'est sympa. Comme si j'avais marqué un but, une bonne tête. Je rappelle que votre temps a été numéro 1 avant que Ted Ligeti ne passe. Hein. Ouais, ça a duré quelques dossards et puis Ted a mis la barre un peu haut. D'ailleurs, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oula, ça y est, c'est parti. Et en fait, Ted a fait vraiment une très bonne course. Après, les autres passaient derrière. Et puis, il y a eu Svindal, le numéro 1 mondial, qui est arrivé et qui est passé vraiment juste derrière moi. Et là, à ce moment-là, j'ai senti que c'était bon. Quand il a pris la 3e place, là, vous aviez su que c'était quasiment assuré pour vous? Ouais, c'était assuré parce qu'en plus, il partait donc avec le dossard 22 et c'était les 22 premiers mondiaux partaient les 22 premiers. Donc, je savais qu'après ce 22, je peux souffler et il y a des grandes chances d'avoir une médaille. En tout cas, félicitations pour cette médaille d'argent, Gauthier. On a tous vu le film, donc les bronzés font du ski. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est si important que ça, le planter de bâton? Ouais, le planter de bâton, techniquement, c'est important, mais c'est pas essentiel. Planter de bâton, c'est pas comme ça. Hein, C'est pas comme dans les bronzés, le planter de bâton. Voilà. On va terminer parce que on a aussi une petite surprise pour vous. Alors, on l'a confectionné nous-mêmes. Hein. Je remercie de nouveau au passage l'Alpe d'Huez, le QG, qui est le bar snack du Palais des Sports. Karine était tout à l'heure en direct avec le fan club grâce à Skype organisé dans les derniers instants pour vous féliciter. Voilà les sirops Tessière qui ont sorti une nouvelle bouteille pour la gagne. Je crois que ça va bien marcher niveau promo. Du coup, très bien voici fait. Très bien fait avec la langue tirée. Ouais, j'adore. Je pourrais l'avoir la bouteille? Ouais, bon, on vous a fait une bouteille spéciale. On voulait marquer 100% victoire ici, mais bon. Mais ouais, c'est vrai. 0% sucre, il doit quand même faire attention à son alimentation. Donc, ouais, exactement. Ouais, je fais très attention parce que sinon j'ai tendance à. Qu'est-ce que ça mange un skieur? Parce que souvent pour les gens qui regardent à la télé où on voit qu'ils ont des cuisses assez musclées, qu'est-ce qu'il faut éviter? Est-ce que les matières grasses, comme tout le monde. Pas trop de, j'en sais rien. Pas de raclette. Une fois dans l'année, c'est bien. Mais bien sûr, ouais, le fromage, il faut faire un peu attention. Mais bon, c'est tellement bon que. Parce que ceux qui vont au sport d'hiver, les touristes en font oui, tous les soirs. Une raclette, une fondue quand même, par an. Mais voilà. Faut pas abuser des bonnes choses. Faut pas abuser. Mais bon, après, c'est bien d'être lourd en ski. Hein. C'est comme ça qu'on va vite. C'est quoi le secret, justement? Il faut être lourd, il faut avoir des bons appuis, il faut avoir du muscle pour tenir sur les jambes. Il vaut mieux avoir du muscle Comment on tient à 150 km/h sur ces skis? Non, mais il faut avoir du muscle, bien sûr. On se prépare à fond, on se prépare physiquement comme tout athlète. Bon, 20h59, la dernière question pour ceux qui vous voient parfois mimer comme ça les descentes. Vous vous voyez vraiment? Bien sûr. Vous connaissez chaque porte, chaque… Ah, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que déjà, sinon, c'est dangereux. Parce que si on se trompe sur une ligne, j'en sais rien. Si je pars à gauche alors qu'il faut aller à droite, à gauche, il y a le public, j'en sais rien, ou il y a des arbres. Donc… En fait, il faut tout anticiper quand on est à 140, entre 100 et 140 km/h. Tout doit être anticipé parce que tout arrive trop vite et surtout on n'a qu'une chance on n'a qu'une manche. Donc pour produire ça, il faut tout anticiper. Et moi, ça c'est un travail que je fais énormément parce que vous visualisez toutes les portes. Tout ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on est comme ça. On a la vitesse en tête, on sait ce qui va se passer. On a aussi les mouvements. Et vraiment, par exemple, si je fais comme ça, c'est exactement l'angle que je vais donner à mes skis. Que vous allez prendre. Les pilotes de Formule 1 parfois s'exercent sur les jeux vidéo, sur les circuits de Formule 1 hors saison. Je ne sais pas s'il y a des jeux vidéo de ski. Il y en a, non, mais c'est pas assez bien fait. C'est pas assez bien fait, mais par exemple, s'entraîner sur des jeux comme la Formule 1, c'est très intéressant parce que c'est la même démarche. Il faut apprendre un circuit et puis après il y a des lignes à avoir, c'est passionnant, mais notre cerveau apprend à intégrer ces informations et après les reproduire. On vous retrouvera peut-être au volant d'une F1 en tout cas. Fabien Barthez, lui, s'est reconverti chez Ferrari, alors pas Ferrari Formule 1, mais Ferrari. Ouais, non, d'ailleurs on a un super projet avec David Poisson qui est le médaillé de bronze et ça fait longtemps, mais là maintenant on va commencer à y croire parce qu'on a nos 2 médailles, on veut faire le Paris-Dakar. Mais moi, je serai copilote parce que c'est lui le barjot. D'accord, donc c'est David Poisson. Bon, un gros scoop sur Sport 3, c'est simple. Le scoop. Gauthier de Tessière, copilote, et David Poisson, donc médaille de bronze en descente. Vous, c'était l'argent en Super G. Engagé pour un Paris-Dakar. 2017.
2017, Voilà, d'accord. c'est lancé. Donc après Gardin Chichien, on a d'autres skieurs et Après Luc Alphand surtout. Bien sûr. Mais on l'a branché déjà, il va nous briefer. D'accord, il va vous prendre dans son team ou pas? J'espère. Bon, L'appel est lancé. l'appel est lancé, il est 21h01 avec 60 secondes de retard, mais on avait Gauthier de Tessières depuis 20h en direct. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Bravo pour votre médaille d'argent. Vous pouvez la remonter une dernière fois à l'image pour en faire rêver quelques-uns. Voici la belle médaille d'argent FS, c'est pour... C'est FIS, Fédération Internationale de Ski. Mais c'est les mêmes médailles ça fait 40 ans que c'est les mêmes. C'est un flocon. Voilà, est-ce que c'est la médaille qui est plus importante ou le cordon? Parce que c'est vrai que celui-ci, c'est... C'est la médaille, elle est lourde, elle est belle, elle brille. C'est ça. La médaille d'argent de Gauthier de Tessières, donc pour les mondiaux de Schladming, c'était en Autriche. D'ailleurs, c'est pas fini. Médaille d'argent en Super G pour vous. Puis on félicite également Marion Roland pour l'or en descente et Tessa Warley pour l'or en géant. 21h02, ça y est, maintenant avec 120 secondes de retard. Le flash info de la rédac en 3-6-5 secondes. On se retrouvera juste après. On va parler lutte. La lutte va-t-elle disparaître des Jeux Olympiques à partir de 2020? Et puis après 22h minuit, ce sera largement consacré au football, Ligue 1, Ligue 2 et foot européen.